Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de réaction à Crypto Edge, youtubeur, plus de 44 000 abonnés sur YouTube. Il parle de crypto-monnaie, notamment de trading, c'est ce qu'on adore sur ma chaîne, et aussi il parle du monde de la finance décentralisée, de la blockchain et compagnie. Je vais réagir à une de ces vidéos qu'il a publiée il y a déjà une année, plus de 24 000 vues, le levier de trading qu'il faut choisir en 3 minutes, c'est le sujet de cette vidéo qui, selon moi, est beaucoup trop légère, en tout cas lorsque l'on s'adresse à un public débutant. J'adore son travail, de manière générale c'est toujours bien fait, de la qualité, mais je trouve qu'il a pris un risque en publiant cette vidéo, sachant qu'il manque des informations très importantes pour bien comprendre comment l'effet de levier. Je ne suis pas là dans cette vidéo pour le critiquer, mais pour vous apporter un maximum de valeur, minimiser vos pertes, maximiser vos gains en trading. C'est parti ? Quel levier tu dois utiliser en trading? Je vous vois tous faire des fois 20, des fois 100. Et moi je me demande, est-ce que vous êtes vraiment en train de calculer ça correctement? Je vous le dis, il n'y a qu'une seule façon de le faire bien. Et si tu le fais autrement, c'est que tu es en train de faire du casino. Je vous explique tout ça de A à Z, donc enregistre bien cette vidéo. Le point de départ, la première chose à définir, ça va être ton risque par trade. C'est-à-dire combien tu es prêt à perdre sur chaque trade. Alors, est-ce que tu trades avec 1 milliard d'euros? Est-ce que tu trades avec 100 euros? Est-ce que tu es débutant expérimenté? C'est une valeur qui va changer. Les gros hedge funds, ils vont prendre des tailles de position à 0,25. Les traders particuliers, ça va être plus 1%, 2%. Pour nos exemples, on va prendre 1%. Donc, j'ai 1000 euros de capital et je suis prêt à perdre 1%, c'est-à-dire 10 euros. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je rentre dans un trade, je dois perdre maximum 10 euros. Ça, c'est une règle très importante, donc soyez disciplinés, s'il vous plaît. Donc là, par exemple, je suis sur Bitcoin. On imagine bien qu'en 3 minutes, on ne peut pas tout expliquer, donc je ne vais pas le blâmer pour ça. Je vais ajouter des précisions. Si tu es débutant, que tu regardes cette vidéo, c'est une notion fondamentale en gestion de capital. L'un des piliers du trading, la gestion de capital. Pour moi, l'objectif du trader n'est pas de gagner de l'argent. Dans un premier temps, il est de ne pas en perdre ou de limiter ses pertes. Et par rapport au potentiel risque qu'il met en jeu sur le marché, s'il prend une bonne décision, il sera récompensé par des gains. C'est dans un second temps les gains, les profits c'est plus tard. Pour l'instant, on se concentre déjà sur qu'est-ce que l'on risque, qu'est-ce que l'on met en jeu dans notre position. Yo, c'est le mec du montage, je suis en train d'ajouter une petite particule d'image ici où on se trouve actuellement. En regardant toute la vidéo, je me suis dit que je pouvais ajouter quelque chose de très intéressant, comment protéger son capital. Donc reste bien jusqu'au bout, c'est une petite partie que je mettrai en fin de vidéo. Reste concentré jusqu'au bout, on est reparti avec Crypto Edge. Les calculs sont... Donc là, par exemple, je suis sur Bitcoin, j'ai repéré une opportunité de trade. Et là, je place un stop loss qui a 2% de perte. Ça veut dire que si je rentre dans ce trade avec l'intégralité de mon capital, 1000 euros, je vais perdre 2%, donc je vais perdre 20 euros. Donc ça, c'est pas bon. Nous, on a dit qu'on voulait perdre 10 euros maximum. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement réduire ma taille de position et je vais rentrer avec 500 euros. Comme ça, 500 euros, si je me fais stop loss, je perds 2%, je vais perdre 10 euros, comme prévu. Donc tu vois bien que les 10 euros, c'est une variable qui ne bouge pas. Par contre, la taille de position, elle, tu dois la faire varier. Et maintenant, j'ai repéré ce trade sur Bitcoin. Et on peut voir que le stop loss, cette fois-ci, il est à 0,25%. Donc si je rentre avec tout mon capital avec 1000 euros et que je me fais stop loss, je vais perdre 2,5 euros. Là, je suis pas en train de suivre le plan, j'ai dit que je voulais perdre 10 euros. Du coup, tu l'as compris, si je veux respecter mon plan et bien perdre 10 euros, il va falloir que je rentre en position avec 4000 euros. Alors là, évidemment, on a tout calculé de tête parce que c'est très simple, mais vous avez l'outil directement sur TradingView. Ici, vous rentrez la taille de votre compte, donc 1000 euros. L'autre size, si vous tradez des cryptos, vous laissez 1. Et le risque, on veut bien risquer 1% de notre compte. Et là, vous voyez qu'il a calculé automatiquement quantity, QTY, 0,056 Bitcoin. Donc ça, c'est la quantité dans l'actif. Et quand vous faites 0,056 fois le prix actuel, c'est-à-dire 70 345, et je retombe bien sur la bonne taille de position, soit 4000 euros. Splendide, c'est parfait, tout est juste. Par contre, est-ce que vraiment tu as envie de sortir ta calculette à chaque fois que tu veux calculer une taille de position? Franchement, c'est relou, on est quand même en 2025. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'automatiser ces tâches. À partir de maintenant, je décide d'ouvrir une position fictive, totalement fictive, admettons, si le prix venait à redescendre, admettons, jusqu'ici. J'entre en position à, allez, on va dire 84 295 $. C'est totalement fictif et cette position est erronée.
Je mets mon stop de protection sous le dernier plus bas à 83 929 $. Je vais le noter ici. 83 929 $. Et la prise de bénéfice, je peux marquer aussi en bas 85 714. 85 714. Aujourd'hui, ce type de plateforme, d'exchange de crypto, va automatiser la notion de perte et la notion de gain. On va pouvoir visuellement les aborder très facilement. Si j'engageais la totalité du capital dont j'ai à disposition sur cette plateforme, c'est-à-dire mes 381 USDT de disponibles. Alors, il peut y en avoir ici. Vous pouvez avoir de l'argent sur votre compte spot, mais qui ne va pas vous permettre de tenir votre marge sur votre compte futur. Moi ici, j'ai à disposition qu'une petite partie de mon capital de trading, parce que je ne veux pas le mettre en risque. Je pourrais vous expliquer ça à un autre moment, je ne sais pas dans la vidéo si j'aurai le temps ou pas, mais de ne pas perdre de capital, donc d'en avoir le moins possible sur votre exchange. Parce que si vous mettez mal votre stop loss, s'il y a une problématique de liquidité sur le marché, si l'exchange y ferme, il fait faillite, bref, j'ai déjà eu d'autres choses à faire, d'autres problématiques avec des exchanges où j'ai déjà perdu de l'argent. Donc j'en mets le minimum syndical. Si j'engage 100% de mes 381 USDT, alors qu'on va prendre un compte fictif, j'ai 5000 USDT de compte de trading. Ça veut dire que si je veux perdre 1% de mon capital sur un trade, il faudrait que je perde 50 USDT sur une position. Actuellement, on est juste à 2,30. Je perds 2,30 $ si je prends ce trade avec cette marge de 381 USDT. Dans ce cadre-là, il faut que je mette plus de levier. 2,3 fois 20, 25, on va se rapprocher des 50 USDT. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études maths spé, maths sup pour savoir ça. Donc on va tester avec 20. 20, je vais être en dessous. On regarde, on est monté à 45,78. Et après, tu peux t'amuser à bidouiller. Tu mets 20, tu mets 25. 25, on va être au-dessus. Si je mets ça, je suis à 57. Donc soit tu rebidouilles pour redescendre de 25 en direction des 20, 22, 23, soit tu enlèves une petite partie du capital engagé pour aller à 50 par exemple. Bon, on va mettre moins de levier pour payer moins de frais. Admettons, on va revenir à 22. Je vais mettre 100% du capital et je suis pas mal, 50,29. Je pourrais très bien en enlever pour être en dessous de 50. Chacun fait comme il veut. Ma stratégie est la mienne, la tienne est la tienne, ce sont deux différentes. Voilà l'explication basico-basique. Pour ne plus avoir à calculer l'effet de levier, juste tu bidouilles un petit peu là-haut les paramètres, comme un DJ qui essaye de faire du son de bonne qualité. Nous, on essaye d'être des bons gestionnaires de capital, et notre qualité, c'est de mettre 1% maximum par position. Celui-là, il était complètement fictif, je l'enlève, attention. J'ai sous les yeux une position que j'ai proposée dans mon compte Discord hier. Si ça t'intéresse d'observer ce genre de positions qui ne sont absolument pas des signaux de trading, qu'on soit bien d'accord. Je ne propose pas des signaux. Je vous propose des plans. Je vous montre si on entre dans cette zone, peut-être que je me positionne. Peut-être que ça pourrait partir comme étant une position vendeuse, un short. Pour le coup, la position que j'ai proposée, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, quand on était ici, je vous ai partagé celle-là. Le prix est bienvenu, entré au prix limite et a bien atteint son objectif de take profit. Vous auriez potentiellement fait un trade de 2,92 R. Pas 4000 €, donc c'est là qu'intervient les leviers. Et là, en fait, c'est toi qui choisis. Toi, je peux faire 1000 € x 4, je peux faire 500 € x 8 ou 400 € x 10. Dans ces trois cas, je rentrerai bien en position avec 4000 €. Et si je me fais stop loss, je perds 10 €. À ton avis, laquelle est la meilleure? Moi, j'aurais choisi 500 € x 8. Si je fais 1000 € x 4, ça veut dire que j'ai engagé l'intégralité de mon compte dans un seul trade et je peux plus faire de trade. Alors qu'avec la deuxième option, il me reste 500 € de disponibles pour aller faire d'autres trades. Maintenant, pourquoi je prends pas la dernière? Parce que c'est inutile et plus vous allez augmenter votre levier, plus vous allez payer de frais. Donc en fait, il faut faire une bonne balance entre je prends pas un trade trop élevé pour pas payer trop de frais, mais j'ai quand même envie de garder du capital. Et c'est uniquement comme ça que tu dois utiliser les leviers. Ok, tout ce qui vient de nous être exprimé est très bien, mais tu as vu qu'avec l'automatisation, on n'est pas obligé de se casser la tête justement pour calculer cet effet de levier. Je continue à, non pas critiquer, mais ajouter de la valeur par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment sur les frais de trading. Hyper important quand on veut optimiser
sa rentabilité sur les marchés parce que les frais coûtent beaucoup d'argent dans notre trading, il faut le tenir compte. En haut, on a quoi? Le prix du marché spot. Donc ça, c'est j'achète des bitcoins, je les détiens sur du long terme, je ne peux pas vendre, parier à la baisse. Je ne peux pas shorter le marché sur le marché spot. Je peux juste les détenir et les vendre plus tard. Donc en règle générale, sur ce marché, c'est des investisseurs long terme, ce pas des spéculateurs court terme. Grosso merdo, simplification maximum pour le marché spot. Et c'est comme du coup le marché par exemple de l'or, j'achète de l'or, je les détiens physiquement, je suis propriétaire de mon actif. Donc je pourrais avoir l'or chez moi dans une boîte. Bitcoin, un peu plus compliqué de l'avoir chez soi, mais tu connais un petit peu la blockchain et les valeurs numériques. Ensuite, qu'est-ce que c'est le marché des dérivés? Eh bien, c'est le fait d'emprunter un actif à une plateforme. Et la particularité, c'est qu'on peut parier à la hausse et à la baisse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre sur le marché des dérivés. Donc, c'est un produit financier qui est différent du marché spot. Le prix de Bitcoin sur le marché des dérivés va donc fluctuer d'une manière différente au marché spot. Et comme les deux fluctuent, tu peux avoir des périodes où nous avons le marché des dérivés qui est inférieur au prix spot, parfois supérieur, et en règle générale, en fait, ça fluctue dans le temps. Sur les phases, on va dire, un peu mania, d'euphorie, souvent le marché des dérivés est supérieur au prix spot. Pourquoi? Parce que souvent, dans le marché des dérivés, on va retrouver les spéculateurs court terme, non pas les investisseurs, mais les spéculateurs court terme. Et par appât du gain, et par manque de connaissances et compagnie, parfois des acteurs vont se surexposer au marché, ouvrir des trop grosses positions, emprunter beaucoup trop d'argent, et donc ça va faire varier les frais. Et c'est ce à quoi je veux te mettre en garde justement pour ne pas faire d'erreur par rapport à ta rentabilité, et aussi, grâce à ça, un indicateur précis, essayer d'anticiper les sommets et les bas de marché. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on calcule justement les taux de financement? Avant de les calculer, il faut encore que je t'explique une petite chose. Il faut déjà commencer par comprendre en fait pourquoi il y a une variation entre les deux. Comme la plateforme te prête quelque chose, on a l'offre et la demande qui est différente sur le marché des dérivés, différente du marché spot. Sur le marché spot, on a dit qu'on a des investisseurs long terme qui sont plutôt calmes sur le marché. Sur le marché des dérivés, on va retrouver plutôt des personnes qui spéculent à court terme et qui, parfois, dans des phases d'euphorie, des phases de mania, veulent gagner plus d'argent, il y a un peu de cupidité. Et donc, dans ces phases-là, il y a peut-être beaucoup plus d'offres que de demandes, beaucoup plus de demandes que d'offres, il y a des gros décalages. Et donc, ça va décaler le prix du marché des dérivés qui se décorrèle du prix du marché spot. L'objectif des plateformes, vu qu'elles nous distribuent un produit financier qui n'a pas le vrai prix réel, essaye d'équilibrer ce prix, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure corrélation et que quand ils se décorrèlent, ils trouvent une astuce pour faire en sorte qu'on revienne à la moyenne. Quelle est leur astuce? C'est de modifier les frais. Les frais sont continuellement modifiés. Tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, les frais sont modifiés. Ce n'est pas comme un taux d'intérêt bancaire. Quand tu empruntes, tu payes des taux d'intérêt. En France, pour acheter de l'immobilier, les taux bancaires sont fixes. Si tu as signé à 2%, tu vas payer 2% pendant 25 ans. Là, ça va évoluer quotidiennement. Lorsque le prix des dérivés, admettons Bitcoin sur le marché des dérivés, est supérieur au marché spot, les acheteurs vont payer des frais aux vendeurs. Pourquoi? Lorsque le prix des dérivés est supérieur au marché spot, il est surévalué, il y a certainement beaucoup plus de personnes qui sont en demande d'achat que de vendeurs. Donc, on va faire payer cher, gros tarifs aux acheteurs, parce qu'ils sont trop nombreux, pour essayer de rééquilibrer ce marché. Et on va en faire bénéficier aux personnes qui souhaiteraient se positionner à la vente. Et du coup, l'inverse, c'est la même chose. Les dérivés, lorsqu'ils sont inférieurs au prix spot, ce sont les vendeurs qui payent aux acheteurs. Et on l'a sous les yeux. Pendant cette période-là, quand le prix est moins cher, en règle générale, ce sont les acheteurs qui en bénéficient. Donc, on essaye de faire en sorte de remonter le prix des dérivés par rapport au prix spot. Le graphique que j'ai dessiné là, il n'est pas anodin. Il représente la réalité du terrain et je vais te le partager. J'ai dit maximum de valeur dans cette vidéo. Nous voilà donc sur le site CoinAnalyze. On va s'attarder sur les taux de financement, les funding rates en anglais.
et je vais te présenter un indicateur qui va te permettre d'anticiper le marché. Mais laisse-moi juste avant finir de t'expliquer comment fonctionnent les frais. On a dit juste avant que les frais pouvaient être versés à l'un ou à l'autre. Les vendeurs payent des frais aux acheteurs lorsque on a dit que le prix des dérivés était supérieur au prix spot. Pendant ces périodes, les taux de financement sont affichés comme étant positifs, supérieurs à 0. Donc toute la période où tu as des histogrammes verts, c'est la dynamique des acheteurs qui payent au bénéfice des vendeurs. Inversement, quand on est inférieur à 0, ce sont les vendeurs qui payent des frais aux acheteurs pour rééquilibrer le marché. En règle générale, on dit qu'entre 0,01, qui soit à la hausse ou à la baisse, on est plus ou moins dans un marché qui est à peu près équilibré. Les taux ne sont pas trop élevés. Comment on calcule ensuite notre frais quotidien qu'on va payer, parce que c'est quotidien qu'on va le payer? On a notre position qu'on a ouverte. Admettons, je crois que tout à l'heure, c'était quoi? 1000 euros x 4 pour avoir une position de 4000. J'ai emprunté 4000 euros. Je vais payer, si on est dans une période à 0,01, je vais payer 0,01 x 4000 euros par jour. Donc si je prends une position pendant 3 mois, et que je suis ici au début du bull run, au début mes frais sont peut-être de 0,01 en 2020-21, mais au bout d'un certain moment, les frais ils augmentent. Ils peuvent monter à 0,10 x 10 de frais quotidiens. Donc c'est les frais sur la position quotidienne, et ça varie dans le temps. Et tu peux te retrouver, si tu détiens ta position peut-être pendant une année, à l'inverse, où tu vas être payé par les vendeurs. Mais en règle générale, c'est rare qu'on détienne des positions aussi longtemps. Et en règle générale, sur plusieurs mois, il vaut mieux les détenir dans le marché spot. Tu peux faire du trading grâce au marché spot sans utiliser le marché des dérivés, si tu ne veux pas ouvrir de position vendeuse par exemple. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on pourrait analyser un petit peu cet indicateur? Là, je te partage un max de valeurs. Regarde, nous sommes en 2020, mars 2020, crash Covid, marché excessif à la baisse. Spéculateur court terme amplifie le mouvement à la baisse en ouvrant des positions short. Le prix des dérivés se décale, le prix des dérivés de Bitcoin est inférieur au prix spot. Donc nous avons les vendeurs qui payent des frais aux acheteurs. C'est une phase extrême et en règle générale, plus on est dans des phases extrêmes et débiles, plus on peut potentiellement se dire que c'est la fin de ce marché baissier et qu'on va peut-être remonter à la hausse. A l'inverse, de l'autre côté, c'est exactement pareil. Dans les phases excessives de hausse, on est quasiment sur des sommets de marché. Rien qu'avec ça, tu peux déjà essayer d'anticiper les hauts et les bas de marché. En ce moment, par exemple, on n'est ni dans un sommet de marché, ni dans un creux. On est plutôt sur un entre-deux. On ne sait pas trop où le marché va. En règle générale, dans les marchés haussiers, la tendance est plutôt d'avoir des taux d'intérêt qui soient positifs. A l'inverse, dans les marchés baissiers, on a plutôt une tendance à avoir des taux d'intérêt négatifs, encore que le marché des acheteurs est quand même souvent plus présent que le marché des vendeurs, même pendant les phases baissières. Mais on voit du coup les spikes, les espèces de gros pics qu'on a en bas, qui donnent justement des phases, on va dire, mania, d'excès et compagnie. Tu remarques aussi peut-être le fait que on est, alors je sais, j'ai plus sur le côté mes petits outils là, tu vas remarquer aussi que les spikes ont tendance à se diminuer dans le temps. Il y a des années de ça, Bitcoin était nouveau, les gens n'avaient pas de compétences en trading et on devrait avoir une tendance à 1, la volatilité de Bitcoin diminue et 2, les personnes qui utilisent ces outils commencent à les connaître de mieux en mieux et donc réduisent aussi les phases d'extrême. Alors après, des trucs comme le Covid, c'est demain on a un crash de moins 60% sur tous les marchés, on aura peut-être des phases comme ça. Mais c'est des phases d'extrême, c'est pas arrivé depuis 2020, ça fait 5 ans. Et là, des phases comme ça, c'est des grosses phases de liquidation. Et souvent, on est plus proche des points bas que des points hauts. Donc, pourquoi pas acheter le marché. Ça a tendance à baisser. Pour l'instant, restons, on va dire, pragmatiques et avec un chiffre qui est à peu près pas déconnant, plus de 0,01, c'est déjà des phases extrêmes, comme on peut le voir par exemple, la dernière montée sur BTC en novembre et décembre, le dernier sommet de marché, s'est arrêté autour des 0,028. Okay. Dès qu'on a dépassé les 0,01, c'était à peu près ici, on commençait à rentrer dans la phase parabolique. Là, tu vois, on monte doucement,
face parabolique. Face parabolique, les taux d'intérêt explosent. C'est souvent le repère qu'on peut regarder. Tu peux t'amuser avec ça si tu le souhaites. Bon, et ben on arrive bientôt au bout de cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est comme ça que tu dois utiliser les leviers. Maintenant, pour les gens qui tradent de manière décentralisée sur DYDX, c'est un peu différent. Vu que c'est géré par des smart contracts, des facteurs de risque, etc., il ne va pas vous laisser choisir le levier. Vous allez simplement rentrer votre taille de position en dollars et il va automatiquement calculer le bon levier par rapport à toutes les positions que vous avez ouvertes pour que votre compte soit sain et sans risque. Donc ça, c'est bien parce que ça vous empêche de faire des conneries et mettre des fois 100 quand c'est pas utile. Si vous connaissez pas encore la plateforme, je vous conseille d'aller la tester. J'espère que maintenant vous savez calculer correctement votre taille de position et utiliser les leviers. Si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes et je vous dis à la prochaine. Publicité, merci la pub. Ah, bah ouais, logique. DYDX, ok. Bon, bah, ce qui vient de se passer, c'est très simple. Hein. Il vous invite à utiliser DYDX de manière assez subtile parce que bah, forcément, il doit être partenaire, il doit avoir une affiliation. Je t'ai montré tout à l'heure une plateforme qui s'appelle Bluefin. Je ne sais plus si je les ai cités, je les recite au cas où. Bluefin, BitGet, ZoomX. 3 plateformes d'exchange centralisées qui proposent de l'effet de levier et l'automatisation du calcul des positions, comme je l'ai évoqué. Dans le monde décentralisé, GMX, Hyperliquid et DYDX, c'est les 3 que j'ai à ma connaissance, que j'ai utilisés, qui proposent exactement la même chose. Donc il n'y a pas que DYDX. Va sur DYDX si tu le souhaites, c'est très bien. Utilise le lien de CryptoEdge si tu veux le soutenir dans son travail. C'est un très bon gars, c'est un chic type, donc n'hésite pas à utiliser son lien. Moi, j'essaye de faire en sorte de ne pas avoir... C'est pas j'essaye, en fait, c'est moi, je ne fais pas d'affiliation. C'est tout, point barre. Je ne fais pas d'affiliation avec les plateformes. J'ai envie de rester autonome, indépendant. Et comme ça, dans mon contenu, je peux parler de ce que je veux. Si j'ai envie de blâmer quelqu'un, je peux. Si j'ai envie d'encourager quelqu'un, comme CryptoEdge, j'encourage. Allez regarder sa chaîne YouTube. Utiliser ses liens d'affiliation. Je pense que du coup, lui doit quand même ramasser du cash grâce à ça. Et il faut, à un moment donné, récompenser les personnes qui vous partagent de la valeur et de la connaissance. C'est une façon, lui, de le récompenser. Moi, je suis plutôt sur le programme de formation, d'accompagnement. C'est comme ça aujourd'hui que je vais gagner ma vie à côté du trading, parce que la réalité du terrain, vous la connaissez. Les personnes qui font du trading ne font pas des millions en trading. Ils gèrent une épargne, ils font des revenus complémentaires, parfois des sommes importantes. Mais vivre uniquement du trading, psychologiquement, c'est compliqué. Donc il faut multiplier ces sources de revenus. J'ai à titre indicatif moi aussi quelques revenus de l'immobilier, je fais de la colocation et j'ai forcément le programme d'accompagnement qui me permet d'avoir des revenus complémentaires et de me sentir beaucoup plus à l'aise dans la gestion de mes finances personnelles. Voilà. Moi, je suis toujours cash et transparent, tu le vois. J'ai donc dit tout à l'heure que j'allais t'expliquer comment protéger ton capital. Donc, avant que je commence, je t'invite, si tu le souhaites, à réserver dans la description, à l'aide du lien Calendly, un appel téléphonique. Si tu souhaites savoir qu'est-ce que je propose, parce que ça t'intéresse, que tu es motivé, que tu as compris que je ne vendais pas du rêve et qu'on est là pour monter en compétences. Je t'invite à prendre un appel, 45 minutes, 1 heure, ça va nous prendre du temps, il faut qu'on se connecte. Je ne peux pas aider tout le monde, j'ai une capacité par rapport à mon temps qui est limitée. Donc il faut que tu sois aussi un profil, pour moi, intéressant. Il faut qu'on se corresponde pour pouvoir bosser ensemble. N'hésite pas à m'appeler et puis on discute de ça de l'autre côté. Donc pour protéger son capital, nous voici avec un portefeuille, on va prendre un chiffre très simple et très rond de 1000 euros. Si tu as un portefeuille de 1000 euros, le grand rectangle, c'est ton portefeuille. Si aujourd'hui, tu mets tout ton argent dans une seule et même plateforme de trading, qu'est-ce qui va se passer si cette plateforme de trading, fait faillite, crash, elle a un hack, tu vas perdre la totalité de ton capital. Est-ce que c'est ce que tu désires? Non, entre nous, on est d'accord que ce n'est pas ce que tu désires. Ce que tu désires, toi, si tu t'intéresses au trading, c'est de gagner de l'argent. Je fais exprès de parler comme si je parlais à un enfant de 5 ans. C'est un peu de cynisme. Je le dis avec de l'humour, jaune, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. On n'a pas envie de ça. Nous, ce qu'on a envie, c'est de ne pas perdre d'argent pour faire grossir ce capital de 1000 à peut-être 1100, puis à 2000, puis plus gros, 10 000, 100 000, ainsi de suite.
D'ailleurs, pour faire grossir ce capital, il y a le trading, il y a aussi économiser. Hein. Tous les mois, tu épargnes, tu rajoutes là-dedans 100 balles, 200 balles, 300 balles tous les mois. Ça va augmenter beaucoup plus vite que ton trading, en tout cas au début. Et à force, grâce au trading, tu vas pouvoir générer des intérêts cumulés sur ce capital. Moi, ce que je conseille, non, je ne conseille pas. Je n'ai pas le droit de donner des conseils en investissement. C'est interdit par l'autorité des marchés financiers. Pourtant, je suis peut-être plus compétent que certains de nos gestionnaires bancaires qui, eux, ne savent même pas gérer de l'argent, n'ont pas fait d'investissement. Oh, je m'emporte. Donc, je disais, crée-toi des poches. Crée-toi différentes poches. Je vais donner un exemple totalement fictif. Moi, je suis un petit peu plus drastique que ce que je vais dire, mais c'est un exemple facile que tout le monde pourra comprendre. Tu fais 3 poches de 33%. OK ? Donc, admettons, 333 € dans chaque poche. Si tu as un capital de 10 000, de 100 000, tout de suite, ce que je te dis, ça a beaucoup plus d'intérêt, d'impact. Et il va falloir le prendre beaucoup plus au sérieux. C'est sûr que si tu n'as que 100 balles, je comprends que ce que je te dise, ça te fasse chier. Mais je préfère le dire tout de suite. Ici, par exemple, ça va être ta banque. Tu peux avoir une partie de ton capital de trading dans ta banque. Tu as vu dans la partie de la vidéo où j'étais sur Bluefin, sur l'exchange, j'avais que 380 balles. Alors que moi, j'ai un compte de day trading, j'ai un compte de swing trading, j'en ai 2 qui font beaucoup plus que 380 USDT, tu te doutes bien. Et si tu veux savoir la somme exacte, il faut aller voir mes vidéos récap bilan. Par exemple 2024, voilà, je présente mon budget 2024 de trading qui a augmenté cette année en 2025 parce que j'ai rajouté des capitaux, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Ça peut être la banque. Moi, je les mets dans la DeFi. Dans la DeFi, c'est-à-dire que j'ai des stablecoins que j'ai placés dans des protocoles AAV de finances décentralisées qui me génèrent des intérêts. Peu importe. Ici, c'est une partie de capital qui est bloquée, qui ne sert pas à trader et qui génère des intérêts. Soit tu te dis, tu as généré des intérêts, tu es content sur une partie de ton capital, soit ça va payer en fait tes frais de trading. Ici, on dit qu'on est sur la plateforme de trading principale, je ne sais pas, vu que tu n'as que 1000 balles, tu n'as pas besoin d'avoir 50 plateformes. Sur ta plateforme de trading, tu as 333 USDT. Et du coup, les frais que tu vas verser ici, à la plateforme, ils vont, alors pas à 100%, mais en partie, être payés par la DeFi. Et après, vu que tu peux avoir le plaisir d'avoir différents exchanges, centralisés, décentralisés, sur certains exchanges, il y a des cryptos, sur d'autres, il n'y en a pas, d'avoir soit un deuxième exchange, soit d'avoir un sous-compte spot où tu ne vas pas forcément faire du futur, mais prendre des positions un petit peu plus long terme, comme je crois que je l'ai dit dans la vidéo. Et peut-être que tu vas être, sur Binance, j'en sais rien. Voilà. C'est un exemple. À toi de construire. Tu peux très bien être à 90-10. Moi, je suis plus proche des 90-10. Non, ça doit être 80. Je dois plus être à 80-20. Donc j'en ai sur Bluefin, j'en ai sur BitGet, j'en ai sur ZoomX, j'en ai sur Binance, j'en ai sur Hyperliquid, j'en ai sur plusieurs exchanges qui me permettent ce petit pourcentage de ne pas tout perdre. Si jamais tout s'écroule, je ne perds même pas les 20. Dans les 20, j'ai plusieurs poches qui fait que je suis résilient. Et ça, théoriquement, pour moi, c'est l'endroit le plus sûr où je ne perds pas mon argent. Et à l'intérieur de ça, j'ai aussi différents stablecoins. J'ai de l'USDT, j'ai de l'USDC, j'ai du DAI sur différentes blockchains, sur Polygon, sur Arbitrum, et ainsi de suite. L'idée, c'est de sectoriser au maximum. Plus ton capital est petit, moins il faut se prendre la tête. Plus ton capital affiche de 0, plus derrière, il faut sécuriser ce capital parce que ça fait chier de perdre des zéros tellement c'est dur à conserver. Waouh, truc de fou, c'est encore le mec du montage. Pour te dire quelle valeur j'ai envie de t'apporter, il y a encore une info qui n'est pas dans la vidéo et ça me saoule de l'avoir oublié complètement et de ne pas avoir pris en considération ça, même dès le début. Je reviens sur Bluefin, position isolée ou croisée, c'est ce dont on va parler. Tout à l'heure, quand j'ai montré la position, on était déjà en isolé. Pour moi, en fait, c'est juste logique. Mais si je n'en parle pas, je sais que certains vont courir à leur perte. Position isolée ou croisée, je l'explique ici en faisant un autre petit dessin. C'est notre compte de trading du coup qui était de 1000 tout à l'heure. Sur notre compte de trading, on a par exemple 3 poches, une de 333. Donc on va se concentrer sur le compte de trading qui possède 333. Ok ? Tout ça, c'était la partie avant. Là, on se concentre
sur ce compte-là. Si tu m'ouvres un trade de 111 de marge, ok, ça veut dire qu'à côté, il te reste 222. Si tu isoles tes positions, ça veut dire que tu vas isoler ta position de trading du reste du compte. Ça, c'est protégé. Et si tu atteins ton stop loss, eh bien, tu vas perdre tes 111 uniquement. Par contre, si tu es en croisée, ça veut dire que l'un peut impacter l'autre. Alors en général, ce n'est pas ta marge qui va impacter ton compte. Mais si cette position-là approche ton stop loss, pour une raison X ou Y, tu as mal mis ton stop loss, tu as mal calculé tes pertes, il y a une problématique de liquidité sur le marché. C'est-à-dire que le prix descend tellement bas, tellement fort, qu'on ne déclenche pas ton stop loss à un prix donné, mais plus bas. Vu que tu es en croisée, ça va faire un appel de marge et on va venir taper dans ton capital. On va récupérer de l'argent dedans pour payer ce que tu dois à l'exchange. Parce que ici, tu avais dit sur les 111, je ne sais pas, tu devais perdre 10 balles, vu que tu avais 1% de capital sur 1000. Voilà. Par contre, c'est encore pire si tu es en croisée et que tu as non pas une position, mais plusieurs. Enfin, si tu en as plusieurs, c'est encore pire, parce que du coup, admettons, tu as ouvert 3 positions de 111, c'est-à-dire que les 3 ont des impacts sur les autres. Toutes les positions ont des impacts sur les précédentes, même si les deux là, elles sont ensemble. Donc si, admettons, tu en as une qui baisse un peu, elle baisse aussi. En règle générale, c'est le château de cartes. Est-ce que je peux dessiner des cartes en 2 secondes? Le château de cartes qui va ensuite s'écrouler. N'utilisez jamais cross. Bref, cette vidéo est déjà assez longue. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Tu as bien compris. J'ai peut-être un titre et une image putaclic. Je ne veux aucun mal à Crypto Edge. C'est un super bon gars. Son contenu était un peu limitant en termes de compétences, de connaissances, mais il était très bien et je pense que c'était son objectif. Sinon, il n'aurait pas fait un titre comme ça, il n'aurait pas fait quelque chose d'aussi peu soutenu. Moi, j'essaie d'apporter un maximum de valeur. J'essaie de prouver qu'on peut bien réfléchir encore plus que juste 3 minutes pour les débutants et de ne pas se faire avoir des fois par un peu d'informations. Le trading, c'est quelque chose de sérieux. On utilise de l'argent, parfois à des fins qui sont mauvaises. Oui, on veut avoir des revenus complémentaires. Oui, on veut préparer une retraite. Oui, on veut préparer des projets. Mais ça ne va pas se faire facilement. Ça ne va pas se faire facilement, voire c'est dur le trading. C'est dur, il faut le noter, et c'est pas dur parce que c'est compliqué. Le trading en soi, c'est simple. C'est toute la complexité qu'il y a derrière parce qu'on oublie des informations. Prendre une bonne décision sur les marchés, tu verras, c'est simple. Par contre, en une position, des fois, tu peux détruire une énorme partie de ton capital. C'est ça qui est le plus dur. Conserver son argent qu'on a durement gagné. Et moi, ça me fait vraiment chier quand je vois du monde, justement, qui perdent des grosses positions. Et moi, le premier, je suis passé par là. J'en ai déjà partagé des informations en vidéo. J'ai réglé ces problématiques-là. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous partager. Donc, si ça vous intéresse, lien dans la description. Discord pour les plus craintifs. Ceux qui savent que je ne mords pas, n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique. Et je me ferai un plaisir d'étudier votre cas, de voir si je peux vous aider, de vous apporter quelque chose. Et si c'est le cas, on essaye de travailler ensemble. C'était Val. On se retrouve demain pour le bilan hebdomadaire, le plan de la semaine. À demain. Ciao.